Drôle d'endroit pour une rencontre continue avec Virginie Despentes qui publie le tome 3 de Vernon Subutex. Vernon Subutex qui vient conclure une trilogie, c'est la suite et la fin d'une histoire. Ça fait 25 ans que sortait Baise-moi. Waouh, ouais. 25 ans. Ouais. Non mais il y a eu beaucoup de choses depuis. Ouais. Et vous, l'écrivain a changé, a été métamorphosé pendant ces 25 ans? L'écrivain, ouais, j'imagine que de Baise-moi à Vernon Subutex, il y a un changement, il y a une évolution, quoi. Ouais. Et que j'ai pas l'impression d'avoir écrit plusieurs fois le même livre. Et moi, comme personne, beaucoup aussi. Et ouais. Vous avez vu le temps passer? Non. 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 Quand j'étais jeune, t'entends toujours les vieux le dire, ah, ça passe vite, et après t'es vieux, tu sais que c'est vrai, quoi. Ça passe, c'est vraiment. C'est une blague. Le premier volet de Vernon Subutex, il est né le 7 janvier 2015. En tout cas, il est sorti en librairie ce jour-là, le jour des attentats de Charlie Hebdo. C'est un acte de naissance qui est signifiant. Bah, c'est marquant, quoi. C'est marquant de toute façon comme date. Je crois que ce genre d'événement, c'est tous où on était dans notre vie à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que de sortir un livre ce jour-là, ouais, c'est marquant. Et quand je relisais le 3, je me dis de ce 7 janvier-là à aujourd'hui, c'est inouï tout ce qui s'est passé au niveau français, mais aussi au niveau international. Oui, on va y venir. Pas, vous vous souvenez de ce 7 janvier 2015? Vous savez ce que vous faisiez? Comme tout le monde, ouais, je m'en souviens. Moi, j'ai acheté des galettes et j'étais dans le Monoprix quand j'ai commencé à recevoir les textos que je comprenais pas trop sur Charlie Hebdo. Et après, je suis rentrée et là, j'ai compris. C'est vrai que comme ça, c'est le premier événement que j'ai vécu sur Facebook toute la journée. Sur Facebook toute la journée? J'ai passé la journée sur Facebook et en communiquant avec plein de gens. Des fois, des gens qui t'ont pas parlé depuis super longtemps dans ce genre de situation. Parce que c'est assez frappant dans le 3e tome de Vernon Subutex, la présence, là, pour le coup, des attentats d'Orlando, en Floride. Il y a cette dimension qui est complètement intégrée maintenant au livre. Bah, j'ai l'impression que dans nos vies, on a intégré quelque chose comme ça. Je ne dois pas être la seule personne où par moment, justement, tu vas sur Internet dans la matinée et tu te dis, ah, c'est cool, il ne se passe rien. Parce qu'on a très vite intégré, je crois, l'idée que il y a certains jours, il se passe quelque chose. On sait que ça peut arriver de n'importe où, n'importe quand. C'est l'idée du terrorisme, hein, je crois. C'est le principe même. C'est le principe, ouais. Mais je veux dire, ça vous a pas seulement marqué? Enfin, je veux dire, c'est pas anodin d'écrire ces pages-là? Non, parce que paradoxalement, les choses les plus dures ne sont pas les plus dures à écrire. Parce qu'elles sont déjà chargées, je crois. Donc elles sortent facilement. Après, même quand on écrit le viol, même quand on écrit... Le viol, c'est pas agréable, mais l'impact est tellement fort que c'est pas des pages difficiles à écrire. Parce que c'est déjà tellement, quelque part, c'est un premier jet presque, parce que c'est tellement atroce que ça marche tout seul. C'est beaucoup plus difficile, là, techniquement, d'écrire une discussion de groupe dans l'herbe. Ah oui? Ah bah ouais, parce que là, 4 clampins qui discutent dans l'herbe, bonne chance, quoi. Là, c'est le vrai boulot de l'écrivain qui doit... C'est très difficile, quelque chose d'un peu anodin, c'est beaucoup plus difficile à rendre. Et ces attentats, ça a changé parce que vous racontez la désagrégation d'un monde. Vous racontez un monde qui s'effrite ou s'effiloche, on ne voit pas trahir très bien où il va, le monde dans lequel on est. Non. Et pourtant, on danse. Et pourtant, on danse, ouais. Et c'est la fin du tome 2 de Vernon Subutex. Et on danse de nouveau dans le tome 3, des danses qui deviennent des transes. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'y exprime dans la danse pour vous? Tout s'exprime, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on danse avec des gens, on danse avec des gens, on ne danse pas tout seul dans son salon, c'est autre chose. On danse quand même ensemble. Et donc c'est des contacts de corps qui c'est pas le sexe, c'est pas non plus anodin, parce qu'il y a quand même un rapport, c'est pas une séduction normée, c'est encore autre chose. Et pourtant il y a un contact à ce moment-là. Ou visiter un endroit de soi différent. Ouais, mais un endroit de soi différent, un état de conscience un petit peu différent. Et je crois que parfois dans des concerts, on atteint collectivement un état, pas de transe, mais quand même, c'est un état de conscience modifié. On n'est pas exactement la personne qu'on était 2 minutes avant en train de fumer une clope devant. Et ça m'intéresse. Ouais. Je pensais que le temps passant, ça m'intéresserait moins, les concerts, et en fait, pas du tout. Ou la musique, ou danser, ou parce qu'on se dit, bon, avec le temps, j'ai peut-être... Et en fait, non, ça, je trouve ça super, super intéressant. Et aussi, effectivement, que dans des situations de tension extrême, et même, si j'ai bien compris, dans des pays en guerre, danser, par exemple, quelque chose qui est très important, parce que c'est vraiment une façon d'être vivant de façon très intense. Vernon, ça va devenir une série télé? Ouais.
Que vous n'écrivez pas? Que je n'écris pas. Dans votre travail, quand vous le décrivez, vous dites que ça vous a beaucoup influencé de regarder des séries télé. Ouais, mais j'en regarde, là, c'est devenu pratiquement mon activité quasi principale. Ouais, je vais pouvoir arrêter toutes les drogues dans peu de temps parce que je suis tous les soirs devant... il y en a tellement, c'est impossible de toutes les voir. Et ça, quand il y a une profusion comme ça, c'est vachement intéressant de la vivre au présent parce que là, c'est l'explosion d'une forme, quoi. L'explosion d'une forme. Ouais. Quelle série vous regardez? Il y en a plein. Là, je viens de voir la Suzanne Sarandon et Jessica Lange. Mais je ne sais pas le dire en anglais, c'est pour ça que je ne dis pas le titre. Feud ou Feud, ou bref, celle-ci. Les gens qui la connaissent se reconnaîtront. Feud. Feud. Ouais. On va dire Feud. Essayons avec Feud. Oui, mais en quoi ça influence le travail de l'écrivain? S'immerger dans un monde et pouvoir rester dedans plusieurs semaines tout en étant 2-3 heures tous les jours devant. Et c'est une hypnose et en même temps, ça permet des développements de personnages et d'intrigues qu'on ne connaissait pas au cinéma. Et une familiarité, une impression de vivre une vie parallèle avec, selon ce sur quoi on se branche. Et tout ça, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense je pense que les écrivains qui écoutaient au moment du théâtre n'ont pas les mêmes techniques que les gens au moment du cinéma, qui n'ont pas les mêmes techniques au moment de la télé, qui n'ont pas les mêmes techniques que nous aujourd'hui, jeux vidéo et séries. Je pense que ça change notre façon d'écrire. Ça va changer, enfin, en tout cas, vous en êtes l'une des plus belles expressions. Ça ne change pas la façon d'écrire de tout le monde, mais la vôtre, oui, la mienne, ça va traverser. Mais je pense que les auteurs qui sont jeunes aujourd'hui n'écriront pas de la même façon que ceux qui ont écrit avant Internet. Ça te traverse quand même, ça change. Et pourtant, vous parlez de choses qui touchent les lecteurs, ou en tout cas qui touchent les lecteurs qui, comme vous, ont la même culture, qui ont grandi avec vous dans la même époque. La mort de Bowie, par exemple. Ouais. Qui est là, présente dans le film. Ouais, ça a touché du monde. Hein. Ouais. La mort, moi, j'étais pas une grande fan de Bowie, mais c'était vraiment, c'était encore plus impressionnant, je trouve, que la mort de Michael Jackson, parce que là, on a découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient, viscéralement liés à Bowie. Quoi. Oui, et c'est même d'ailleurs sous le sceau de Lazarus, le dernier album de Bowie, en fait, qui est placé ce 3e tome de Vernon Subutex. Ouais. Et pourquoi ça? Il y a un moment dans le roman qui est assez formidable, d'ailleurs, où il y en a ras-le-bol. Après la mort de Bowie, il y a Starman qui passe absolument partout, il y a ces chansons de lui qui reviennent en boucle, en tout cas ses plus grands succès, jusqu'à l'Overdose. Ouais. Et vous, c'était une manière de lui rendre hommage Ouais, comme c'était un personnage jeune, je me suis dit à un moment donné aussi, si tu es très jeune et que tu n'as pas écouté Bowie, à un moment donné, tu dois en avoir marre. Parce qu'il y a eu, moi j'ai l'impression de vivre avec Bowie pendant 3 mois non-stop. D'ailleurs, tous les gens que je connaissais écoutaient Bowie partout. J'ai vu des films avec Bowie, Et c'est vrai que j'ai beaucoup écouté le dernier album de Bowie, même avant sa mort, parce que je pense que c'est un album inouï et que je trouve ça très beau d'être capable d'avoir un parcours. Et à la fin, ton dernier album, c'est encore un chef-d'œuvre. Mais il y a un côté crépuscule des idoles aussi, parce qu'il y a Bowie, il y a la limite de Motorhead aussi, qui disparaît. Bah, de toute façon, en général, Vernon Subutex, c'est vrai que c'est souvent l'histoire d'un passage, quelque chose, d'un monde qui meurt, quoi. Et un monde sans l'ennemi, Kill Mister, pour moi, de quoi. Motorhead. Bon, bah voilà, il va falloir vivre dedans, quoi. Bon. Il nous reste Johnny, mais bon, ça va, tu vois. D'ailleurs, Motorhead, c'est un groupe dont on parle dans Vernon Subutex comme d'un pilier, comme d'un refuge, comme d'une maison. Pour moi, c'est tout à l'heure, on verra Barbet Schroeder qui a travaillé avec Bukowski, et il y a quelque chose dans ma tête à moi, en tout cas, de proche entre Motorhead et Bukowski, parce que ouais, ça a été des vraies compagnies, des vrais refuges et des vrais artistes qui n'avaient pas peur d'être des losers. Qui n'étaient pas des losers, ni Bukowski ni Lemmy sont des losers, mais qui n'avaient pas ce truc du. Ouais, non, puis qui n'avaient pas ce truc du. Je suis le premier, méga glam, je suis plein de thunes. Ils vivaient bien, mais c'était pas. Ils écrivaient pour les losers des histoires de losers. Et Lemmy, je crois, faisait de la musique un peu de loser, mais qui t'accueille vachement bien, qui est vachement tendre. Est-ce que je me trompe si je dis que Vernon Subutex, c'est un livre du crépuscule? Non, c'est un livre du crépuscule, parce qu'il n'y a pas. C'est pas un livre sur du renouveau. C'est vraiment un livre sur des choses qui s'éteignent et en même temps, c'est aussi un livre sur des choses qui mourront pas. Qui s'allument de temps en temps. Ouais. Et puis c'est quand même aussi, il y a des choses qui, à mon avis, qui disparaîtront pas, bizarrement. Comme justement la musique et ce qu'elle peut provoquer. Je pense que ça disparaîtra pas tout de suite. Comme certains mouvements, c'est assez curieux parce que Nuit debout, par exemple, c'est quelque chose qui émerge, qui pourrait faire penser à une aube au lieu du crépuscule. Ouais. Et qui se situe à la fin du roman, donc on ne sait pas, peut-être que... mais là, il me manque... mais ça, c'est la militante qui a envie d'y croire et qui ne sait pas. Je crois aussi, mais ça c'est ma position, que de toute façon on ne peut pas continuer exactement comme on est lancé. On peut continuer encore, on prendra le mur, donc il faudra bien faire autre chose. Et cette autre chose, c'est curieux cet optimisme qu'il y a chez vous. Bah, je suis pas morte non plus. Enfin, tu vois, non, mais en même temps, vous écrivez parfois sur des choses qui sont si brutales, et puis avec la présence de la mort, justement, comme je le disais dans le dernier livre, ou de la violence.
Et malgré tout, il y a un truc, une pulsion de vie qui est là. Bah, c'est l'histoire, non? Assez souvent, on a traversé des périodes collectives vraiment obscures. Il y a un cycle. Après, en général, il se passe d'autres choses, enfin des choses plus positives. C'est plus ou moins joyeux. Là, je crois qu'on est vraiment dans une obscurité collective, super sinistre. Et à un moment donné, ça aura une fin. Je ne sais pas si moi je serai là pour l'avoir, mais à un moment donné, il se passera autre chose. Oh, si, vous serez là, un peu pour l'écrire. J'espère. J'espère aussi, ouais. On va bientôt accueillir Barbet Schroeder, mais quelques questions pour clore cet entretien en tête-à-tête. Pour savoir si vous êtes plutôt 20e ou 21e siècle. Bah là, 21e, parce que j'ai pas le choix. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent quand même dans le 21e. Parce que je critique beaucoup Internet, mais je suis tout le temps dessus. Je trouve que pareil, c'est génial d'avoir connu ça. Le moment où ça a été inventé, le moment où ça s'est déployé, même si on est un peu catastrophé par moment par ce qui s'y passe, c'est quand même Donc vous êtes 21e? Je suis 21e, ouais, je suis 21e. Marc Dorcel ou YouPorn? Ah là, je serais Dorcel. Là, je suis old school du porno. Ouais. Le porno contemporain, je le trouve trop. Là, je suis sur mon âge. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui vous étonne dans la consommation archi-démocratisée du porno sur Internet? Non, c'est la production à ce point. Comme il n'y a plus du tout d'argent dans le porno, c'est vraiment devenu un genre super... brutal. Et ce qui me frappe, moi, c'est à quel point, parce que je connais bien le porno, en fait, j'en ai regardé beaucoup pendant longtemps, et à quel point c'est devenu réellement, là pour le coup, et c'était pas le cas jusqu'au début des années 2000, super hostile avec les filles, avec le plaisir féminin. Ce qui n'était pas, justement, quand on regarde un Dorcel, tu as l'impression que ce qu'il essaye de faire, en général, dans ses films, c'est filmer le plaisir féminin. Aujourd'hui, c'est no fucking way, aucune de ces putains de meufs sera contente d'être là, et ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a une... la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous, les mecs, qui sont quand même les gens qui produisent le plus et regardent le plus de porno, qu'est-ce que vous avez pour nous en vouloir à ce point-là? Il y a quand même, à un moment donné... Et là-dessus, non, je préférais le porno des années 70, 80, 90. Ouais. Et sans drogue ou sans gluten? Je suis pas trop sans drogue. Je serais plutôt gluten, quoi.